Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu ou aux instruments astronomiques en ce mois d'avril. Alors dans cette émission, nous mettrons particulièrement en exergue l'opposition d'un astéroïde, ainsi qu'une nouvelle élongation de Mercure et une pluie d'étoiles filantes. Nous verrons ensuite les éphémérides des corps principaux du système solaire, notamment l'activité du Soleil au mois de mars. Et enfin, nous découvrirons l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Mais tout d'abord, comme à l'accoutumée, nous allons pouvoir revivre le récit d'une mission. Alors, je ne sais pas quelle mission a été choisie pour ce mois-ci. C'est la surprise, donc laissons la parole à Mathieu. Alors voilà, les éphémérides précédents, nous avons donc visité Vénus avec la mission Pioneer Vénus Multiprobe. Nous avons également visité le système solaire externe, notamment les 4 planètes géantes, avec diverses missions. Eh bien, ce mois-ci, je propose de partir pour un nouvel objectif, Mars. Enfin. Alors, cette fois-ci, on va partir avec une mission qui est relativement peu connue, c'est la mission Phoenix. Alors c'est une mission donc, qui comportait un atterrisseur de 400 kg et quelques, et qui a été lancée le 4 août 2007 à 9h26 en temps universel. Alors avant l'atterrissage sur Mars, les orbites de 3 autres sondes martiennes déjà en orbite autour de la planète, Mars Odyssey, MRO, c'est-à-dire Mars Reconnaissance Orbiteur, et Mars Express, avaient été modifiés pour observer Phoenix durant sa rentrée atmosphérique et son atterrissage. En cas d'échec de la mission, leur présence devait notamment permettre de récupérer suffisamment de données pour comprendre ce qui s'était passé. Et MRO parvint à photographier Phoenix suspendu sous son parachute. C'est la première fois qu'un engin spatial parvient à en photographier un autre durant sa descente vers le sol. La phase d'atterrissage va débuter lorsque la sonde pénètre dans les couches supérieures de l'atmosphère, à environ 125 km d'altitude et à une vitesse de 21 000 km/h. La descente dure environ 7 minutes. La sonde décélère, fortement protégée par son bouclier thermique de la chaleur générée par le frottement de l'air. Le parachute est ouvert avec un retard inexpliqué de 7 secondes, tandis que le bouclier thermique, devenu inutile, est largué. Peu après, Phoenix active son radar altimétrique pour assurer la phase finale de la descente. À 900 mètres de la surface, elle largue son parachute, puis entame une chute libre qu'elle freine en utilisant ses 12 rétrofusées, réduisant ainsi sa vitesse finale à 2,4 mètres secondes. L'atterrissage a lieu à 23h38 UTC le 25 mai 2008. Alors elle va atterrir à 68 degrés de latitude nord dans la région de Vastitas Borealis, qui est à proximité de la calotte polaire nord. Dans cette région, donc, qui est située à une altitude élevée, le soleil ne se couche jamais. Le premier coucher de soleil prévu est début septembre. Les panneaux solaires sont déployés 15 minutes après l'atterrissage pour donner le temps à la poussière de se déposer. Les premières images ne seront envoyées que 2 heures après l'atterrissage, une fois que les panneaux solaires ont commencé à recharger les batteries de l'atterrisseur. Le paysage est l'un des moins spectaculaires découverts sur Mars. Uniformément plat, recouvert de petits cailloux et de sillons formant des structures polygonales qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Déjà repérés par les sondes orbitant autour de Mars, ces polygones sont provoqués par l'alternance du gel et du dégel dans cette région polaire. Le 27 octobre, une tempête de poussière non prévue sévit sur la région et les batteries ne peuvent être rechargées, ce qui fait passer la sonde en mode survie. À partir du 28 octobre, les panneaux solaires ne peuvent plus fournir assez d'énergie à la sonde
pour lui permettre de fonctionner de manière normale, et certaines résistances chauffantes sont désactivées pour permettre au minimum de faire fonctionner la caméra et la station météo afin de recueillir des données sur les premières manifestations de l'hiver et ainsi étudier la formation des dépôts de glace de CO2. Faute de chauffage, la mise en œuvre de la pelleteuse est arrêtée. La température mesurée descend la nuit jusqu'à moins 100 degrés, tandis qu'en journée, des nuages de glace et des tempêtes de poussière modérées réduisent la luminosité et donc l'énergie fournie par les panneaux solaires. Tous les équipements non indispensables sont éteints. Le 2 novembre, 152e jour de la mission, Phoenix envoie son dernier signal à la Terre. Au cours du mois suivant, les orbiteurs tentent de reprendre contact avec l'atterrisseur. La dernière tentative est effectuée le 30 novembre par Mars Odyssey. MRO prend des photos du site d'atterrissage au début de l'été 2009. De nombreuses tentatives de réveil de la sonde sont effectuées par les orbiteurs martiens entre janvier et mai 2010, correspondant au solstice d'été. Aucune réponse n'est obtenue. Des photos prises par MRO montrent l'absence d'ombre sous l'un des 2 panneaux solaires, indiquant que celui-ci s'est sans doute brisé au cours de l'hiver sous le poids de la glace de CO2 qui s'est déposée. Toute trace du parachute a également disparu. Alors, Phoenix possédait une pelle mécanique avec laquelle elle a creusé 9 tranchées, mettant à découvert une couche de glace d'eau présente à faible profondeur. Les caméras et le lidar ont permis d'observer des chutes de neige à haute altitude et le dépôt de couches de givre. L'existence de glace d'eau était déjà connue grâce aux observations de Mars Odyssey, mais vont être confirmées in situ par les observations des instruments de Phoenix. Phoenix aura également permis l'analyse d'échantillons du sol martien, démontrant la présence de quantités notables de perchlorate et de carbonate. Sur le plan météorologique, Phoenix aura permis d'observer qu'à chaque printemps, une masse importante de glace polaire se sublime et forme des nuages de glace. L'atterrisseur a fourni des données sur la formation, la durée et le mouvement des nuages, du brouillard et autres tempêtes de poussière. Il a également fourni des données précieuses sur la vitesse du vent en surface. En revanche, les analyses des échantillons de sol n'ont pas retourné de résultats positifs concernant la présence de matière organique. Merci Mathieu pour nous avoir conté ce récit très intéressant. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de cette émission. Pour ce qui est des principaux éphémérides célestes de ce mois. Alors, le 10 à 8h04, rapprochement entre Vénus et Neptune. Donc, quelles seront les conditions d'observation ? Alors, les 2 planètes vont être relativement proches l'une de l'autre, à 0,3 degrés, donc ça pourrait être intéressant. Le petit problème, c'est que l'observation devra se faire à 7 heures, et surtout, les 2 planètes seront au ras de l'horizon est, baignées en plus dans la lumière solaire qui ne sera pas très loin de se lever à 7 heures. Et après, évidemment, il sera trop tard pour les observer, ils ne seront plus observables à l'œil nu. Alors, Neptune sera au-dessus légèrement à gauche de Vénus, pour ceux qui observeront peut-être avec une paire de jumelles. Mais ceci dit, comme je viens de le dire, la lumière de l'aube sera très forte. Donc en fait, si Vénus pourrait éventuellement être observable, Neptune, quant à elle, serait vraiment très difficilement observable, même avec de bons instruments astronomiques. Toujours le 10, mais à 18h à 19h17, une opposition de l'astéroïde Pallas avec le Soleil. Alors, où va-t-on pouvoir observer cette opposition ? Donc cette opposition en fait va se dérouler dans la constellation du Bouvier, tout près de l'étoile Mufrid, qui est à proximité d'Arcturus. Alors Arcturus, elle a une magnitude qui est approximativement de 0, et Mufrid, elle a une magnitude de 2,65. Bon, ça fait partie des étoiles les plus brillantes après Arcturus dans la constellation du Bouvier. Donc Pallas, c'est vraiment à côté de Mufrid.
en allant vers la direction d'Arcturus. Donc c'est pas très compliqué à repérer. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir exactement? Alors, pas grand-chose. Alors déjà, à l'œil nu, Pallas sera inobservable. Il faut savoir qu'elle a une magnitude de 7,9. Donc inobservable à l'œil nu. Par contre, avec une paire de jumelles, on peut déjà commencer à la repérer. Après, si on veut bien l'observer, bah évidemment, plus l'instrument sera gros, mieux ce sera. Maintenant, ne pensez pas voir autre chose qu'un astre d'aspect totalement stellaire, donc ça va être complètement euh, similaire finalement aux étoiles qui l'entourent. Et théoriquement, il faudrait un télescope d'environ au moins 350 mm d'ouverture pour pouvoir séparer son diamètre apparent qui est de 0,38 secondes d'arc. Ce qui n'est pas énorme évidemment. Alors c'est vrai que Pallas, en réalité, elle se situe à 2,5 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire un peu plus de 2 fois la distance Terre-Soleil. Et c'est un corps céleste donc, qui se situe dans la ceinture principale d'astéroïdes et qui est gros d'environ 440 km en réalité. D'accord, alors je m'excuse, ce n'est pas à 19h17 mais à 13h17. C'est ce qui me semblait. Voilà. Sinon, le 11 à 20h, plus grande élongation ouest de Mercure. Alors, où va-t-on pouvoir observer cette élongation de Mercure? Alors ça va être au-dessus de l'horizon est, évidemment à l'aube. Hein, on rappelle que les élongations ouest égale direction est, en fait, hein, qu'on l'observe. Donc les heures d'observation idéales, ça va être 7h, 7h15, juste avant le lever du soleil. Mais bon, étant donné qu'elle ne va pas être très très haute sur l'horizon est, ça va être compliqué. Mais c'est souvent le cas parce que la Mercure, elle a une élongation qui est de 27,6 degrés. C'est une belle élongation. En plus de ça, je note une petite chose en passant, c'est que le 10 avril, donc la veille, à 10h, à 10h en heure légale, en heure normale, heure d'été, Mercure sera à son aphélie, c'est-à-dire au plus loin sur son orbite du Soleil. Alors tout ça, c'est des conditions qui pourraient paraître idéales. Malheureusement, l'inclinaison de l'écliptique n'est pas favorable et Mercure pourrait ne pas être observable à l'œil nu, malheureusement. Alors du coup, quel instrument et matériel va-t-on pouvoir prendre pour pouvoir l'observer? Théoriquement, une simple paire de jumelles pourrait déjà commencer à permettre de la repérer. Après, si on veut voir vraiment quelque chose de Mercure, notamment ses phases, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur Mercure, tout comme Vénus, elle a des phases. Un instrument de 80 à 114 mm d'ouverture va être nécessaire, avec un grossissement voisin de 100 fois. Maintenant, si on est un petit peu chevronné et qu'on a un matériel assez conséquent, on pourrait être tenté d'essayer de distinguer des détails à sa surface. Alors c'est pas facile, hein, c'est une observation très difficile. Il faut vraiment des instruments d'au moins 250 mm d'ouverture et en plus de ça, filtrés. Oui, justement, quel filtre peut-on utiliser pour rehausser le contraste? Alors si on observe en plein jour, le filtre rouge 23A ou 25 pourrait être intéressant. Maintenant, si on observe dans la lumière de l'aube, c'est-à-dire une lumière plutôt faible, on va prendre un filtre orange 21. Et peut-on faire de la photographie? Alors en imagerie, c'est sans doute la meilleure solution pour essayer de capter des détails si vous êtes chevronné, notamment avec des caméras à haute cadence de prise de vue, ce qui va permettre de figer la turbulence. Je rappelle également que l'idéal c'est de rajouter un filtre, le filtre rouge là encore, qui permettra de mieux contraster les détails observables sur la surface de Mercure, et évidemment avec des gros instruments d'au moins 250 mm comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc équipez-vous bien pour observer cette élongation. Le 18 à 4h, Vénus sera à son aphélie. Ensuite, le 22 à 21h30, maximum d'activité de la pluie d'étoiles filantes, l'Iride. Alors, quel sera l'intérêt de cette observation d'étoiles filantes?
C'est une pluie d'étoiles filantes qui est assez intéressante à observer, hein, parce que déjà, elle est observable, bon, comme la plupart des pluies d'étoiles filantes, hein, elle est observable tous les ans à la même période depuis plus de 2600 ans, donc ça fait longtemps qu'on la connaît déjà. Alors elle va être intéressante parce qu'en fait, on va voir à peu près 18 météores par heure de prévu au passage au zénith. Je rappelle également que cette pluie d'étoiles filantes, même si le maximum c'est le 22 avril, elle va être observable sur une durée de 9 jours, hein, puisqu'elle est active du 16 au 25 avril. Donc on a, si on loupe, si on n'a pas de bonnes conditions le 22 avril pour observer, ou si on n'a pas le temps, on pourra peut-être s'y mettre quelques jours avant ou quelques jours après éventuellement. Ce sont des étoiles filantes qui n'ont pas une très grande rapidité, enfin relativement aux étoiles filantes, hein. 49 km par seconde de vitesse moyenne. Et puis leur magnitude apparente visuelle moyenne est positive à 2. Donc des étoiles filantes plutôt brillantes quand même, hein, donc visibles, observables à l'œil nu, évidemment. Cette pluie d'étoiles filantes a pour radian un point entre la constellation de la Lyre, qui est représentée par l'étoile Vega, qu'on connaît très bien et qui est très brillante, et la constellation d'Hercule. Voilà. Alors, cette pluie d'étoiles filantes ne sera pas forcément dans de bonnes conditions d'observation aux alentours du 22 avril, parce que malheureusement, on aura la lune gibbeuse décroissante qui va se lever à minuit 33 heure d'été, et on observe en direction du nord-est en début de nuit, hein. Donc voilà, donc ça va être vraiment en début de nuit qu'on va concentrer les observations pour cet essaim d'étoiles filantes. Sinon, on va essayer de s'y prendre un peu plus tard, après le 22 avril. Le 23 à 1h07, conjonction entre Uranus et le Soleil. Donc je pense que ça va être inobservable. Oui, tout à fait, les deux astres vont se rapprocher. Évidemment, Uranus va se lever approximativement en même temps que le Soleil et va se coucher à peu près en même temps. Donc les deux seront... Enfin, Uranus ne sera plus observable. Malheureusement, c'est terminé. Si vous voulez l'observer, c'est vraiment en tout début de mois et en catastrophe, hein. Les deux astres vont se rapprocher à 0,5 degrés d'écart. Bon, les deux astres vont vraiment se frôler, hein. Pour les paramètres, pour les petites caractéristiques, hein, Uranus a une magnitude qui sera positive à 5,94 avec un diamètre apparent tout petit de 3,38 secondes d'arc. Maintenant le 24 à 2h22, maximum de l'essaim météoritique des Pipopides. Alors, quelles seront les conditions d'observation? Donc c'est un essaim qui n'est pas très connu, et pour cause, je vous dirai pourquoi après. Il est actif du 15 au 28 avril, donc sur une durée de 13 jours. Et c'est un essaim donc, qui a des étoiles filantes ayant une vitesse moyenne très lente, à 18 km/s. Alors c'est là encore relatif aux étoiles filantes, hein. Le taux horaire moyen est variable, mais le maximum prévu c'est 40 météores par heure. Maintenant, voilà pourquoi il n'est pas très connu, tout simplement parce que son radian il est sous la constellation du Grand Chien, c'est-à-dire qu'il va être vraiment intéressant à observer si on se trouve vraiment à des latitudes basses, c'est-à-dire auprès de l'équateur, voire même carrément dans l'hémisphère sud. Maintenant, bon, on va compter sur le fait que peut-être quelques étoiles filantes vont remonter vers nous, c'est-à-dire vers le nord. Et dans ce cas, il faudra regarder en direction au ras de l'horizon sud-ouest, donc en direction de la constellation du Grand Chien, évidemment. Voilà pour ce qui est des événements célestes de ce mois. Maintenant, pour les éphémérides des corps principaux, nous allons tout d'abord voir quelle était l'activité du Soleil du mois de mars. Eh bien, c'est très contrasté avec ce qu'on a connu au mois de février. Tout d'abord, on a une première période entre le 4 et le 12 mars, où, rompant une chaîne de 33 jours sans tache solaire, une minuscule tache a peiné à se former dans l'hémisphère nord du Soleil. Son champ magnétique incliné, presque perpendiculairement à l'équateur du Soleil, a donné à penser dans un premier temps qu'elle pourrait être un membre du prochain cycle solaire 25. Donc c'est quand même, ça paraissait croustillant. Habituellement, les pôles magnétiques des taches sont alignés presque parallèlement à l'équateur du Soleil.
Des taches solaires éphémères pouvant appartenir au cycle 25 avaient déjà été répertoriées le 20 décembre 2016, le 8 avril 2018 et le 17 novembre 2018. Donc on n'est pas au coup d'essai. Le 8 mars, AR 2734 a produit une éruption solaire de classe C1 dirigée directement vers la Terre. Et le 11 mars, les prévisionnistes annonçaient que finalement les CME avaient globalement raté leur cible terrestre. Ensuite, une période du 13 au 16 mars où on n'a absolument rien à signaler, le soleil était vide. Et puis une période du 17 au 20 mars où une nouvelle tache s'est développée, AR 2735, et sa polarité magnétique l'identifiait comme un vestige du cycle actuel solaire 24. Et enfin, une période du 18 au 24 mars, au moins le 24 mars 2019, où un nouveau groupe a rejoint AR 2735, dont on vient de parler, et a pris une ampleur rare pour un minimum solaire profond. Il va notamment s'accompagner d'une éruption de classe C4 le 19 mars, provoquant une panne radio sur les ondes courtes au niveau du sud de l'Europe et sur l'ensemble de l'Afrique. Pour les radioamateurs, c'était pas très intéressant. AR 2736 va s'étaler jusque sur plus de 100 000 km et contenir plusieurs noyaux plus grands que la Terre. Son champ magnétique complexe va crépiter avec des éruptions solaires de classe C, donc une activité plutôt rare pour le minimum solaire profond qu'on connaît actuellement. Pour la Lune, elle sera le 1er avril à l'apogée, à 2h14. Le 16, elle sera au périgée à minuit 02. Et le 28, de nouveau à l'apogée, à 20h20. Le 5, elle sera nouvelle, à 10h50. Le 12, on pourra voir son premier quartier, à 21h06. Le 19, pleine lune, à 13h12. Et le 26, son dernier quartier, à minuit 18. Pour ce qui est des autres corps, nous avons Mercure. Alors, elle sera difficilement observable, malheureusement, ce mois-ci. Vénus, elle, sera visible à l'aube. Mars sera observable en première partie de nuit. Cérès sera visible en deuxième moitié de nuit. Pour ce qui est de Pallas, elle sera observable toute la nuit, tout le mois. Et Junon, en première partie de nuit, on pourra la voir. Pour ce qui est de Jupiter, elle sera observable en deuxième moitié de nuit. Et Saturne, observable en fin de nuit. Pour Uranus, comme on l'a déjà dit, elle sera malheureusement inobservable tout le mois. Neptune, quant à elle, va être observable à l'aube. Et enfin, Pluton va être visible plutôt en fin de nuit. Maintenant, on peut passer à la dernière partie de cette émission. Et donc découvrir quel est l'objet du ciel profond observé ce mois-ci. Donc, quel va être cet objet, Mathieu ? Alors, lors des éphémérides précédents, nous nous étions attardés sur diverses galaxies et nébuleuses. Eh bien, je vous propose de faire connaissance avec un nouveau type d'objet de ciel profond. Il s'agit d'un amas globulaire. Alors, qu'est-ce que c'est un amas globulaire, tout d'abord ? En fait, c'est, on va dire, un nid d'étoiles très concentré et qui, visuellement, paraissent vraiment très très proches les unes des autres. C'est très très joli à voir. Alors il s'agit de l'amas globulaire M3 qui se situe dans la constellation des chiens de chasse. Pour la trouver, elle est à mi-chemin entre Arcturus de la constellation du Bouvier, dont on a parlé tout à l'heure, et de Corcoralie qui fait partie justement de la constellation des chiens de chasse. Alors elle est située hors de notre galaxie, la Voie lactée, à environ 34 000 années-lumière de distance. Elle a une magnitude apparente visuelle positive de 6,3, donc c'est limite pour l'œil nu. Elle a été découverte par Charles Messier le 3 mai 1764. Et on pense que c'est cette découverte qui l'a décidé à cataloguer les objets diffus du ciel profond,
dans le but de ne pas les confondre avec les comètes revenant périodiquement dans le ciel et qu'ils traquaient à cette époque-là. L'objet fut résolu pour la première fois en étoile et reconnu comme un amas par William Herschel vers 1784, 20 ans plus tard donc. La première étoile variable de l'amas fut découverte en 1889 par Pickering et en 1953, Alan Sandage découvrit des étoiles bleues dans l'amas. Alors cet amas, c'est l'un des plus importants par le nombre d'étoiles. On en dénombre environ 500 000, pas moins. Sa taille est de 160 années-lumière d'envergure. Et on a recensé pas moins de 210 étoiles variables et M3 en contient le plus de tous les amas connus. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas observable à l'œil nu. Une paire de jumelles peut permettre déjà de la repérer. Dans ce cas, elle se présente comme une tache blanchâtre et diffuse dans l'objectif. Avec un télescope de 114 mm, ça va permettre de distinguer le noyau brillant du pourtour de l'amas de plus faible luminosité. Avec un télescope de 150, on va résoudre la plupart des étoiles périphériques de l'amas. Et enfin, avec un télescope de 200 mm d'ouverture, voire plus, eh bien, la vision devient vraiment féerique. D'accord, alors n'hésitez pas à observer cet amas qui est sûrement très intéressant. Mais voilà que se termine déjà cette émission. Alors on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et on vous souhaite de bonnes observations à toutes et à tous.